Bonjour, c'est Style Comics et aujourd'hui je vais vous parler d'un artiste à l'évolution stylistique assez impressionnante, le talentueux Tradmoor. Alors j'ai découvert Tradmoor avec l'étrange talent de Luther Strode qui était sorti chez Image Comics si je me souviens bien. C'est un comics écrit par Justin Jordan qui est paru en 2010 si je me souviens bien. À l'époque, dans ce que j'ai pu lire, Tradmoor avait été repéré sur DeviantArt par, Justin Jordan qui lui avait proposé de travailler là-dessus. Il était encore, il faisait encore ses études et on va voir justement que, à travers quelques planches, son style a beaucoup évolué, entre le début de cette série, finalement et ce qu'il a fait à la fin de Luther Strode. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que, c'est un artiste qui n'a pas arrêté, d'évoluer, et aujourd'hui, si vous avez pu, vous procurer cet étrange mais fascinant titre Doctor Strange Fall Sunrise dans cette édition Panini gigantesque. Vous avez pu constater encore une fois que la transition entre ce qu'il faisait sur Luther Strode au troisième tome, ce qu'il a fait chez Marvel, je vais y revenir, et ça, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Je pense que je vais revenir sur Doctor Strange dans une autre vidéo parce que la première lecture ne m'avait pas trop plu et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je l'avais lu en digital et j'avais pas trop accroché sur l'histoire. Bref, j'en reviendrai dessus, mais j'ai quand même voulu l'acheter dans ce format-là pour mieux étudier les planches et m'y replonger un petit peu et ne pas me laisser bloquer par l'histoire et plutôt essayer d'analyser un petit peu plus les planches. Donc je vous en reparlerai dans la continuité de ça. Mais déjà, Luther Strode. Ce qui est fascinant avec Luther Strode, c'est que effectivement, on n'a pas le même artiste au début qu'à la fin. Alors, comme vous voyez, là, j'ai les éditions Delcourt par rapport au début où j'avais commencé en trade américain. Bon, il faut savoir aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas autant d'acteurs sur les comics en France. En tout cas, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup d'éditeurs qui sortaient beaucoup de titres indés. Donc, j'avais plutôt l'habitude de prendre la VO. Et puis après, j'ai un peu, je peux dire regretté, mais j'aime bien quand même lire en VO et notamment certains scénaristes. Mais après, effectivement, quand on voit qu'il y a des belles éditions en français qui sortent, ça fait un peu râler. Donc voilà, j'avais acheté la suite directement en VF parce qu'effectivement, les bouquins sont quand même un petit peu mieux, un petit peu plus solides. Pour revenir sur cette évolution, en fait, j'ai essayé de sélectionner quelques pages pour essayer de revenir un petit peu sur ce qui était déjà là, en fait, dans le style de Tradmoor et puis ce qui a évolué au fur et à mesure. Donc, par exemple, ici, dans cette page, alors rapidement, l'histoire de Luther Strode, c'est un truc qui est un peu, une référence à l'histoire du comics, puisque en fait, c'est l'histoire d'un jeune qu'on voit ici, Luther Strode, qui est plutôt gaulé comme une allumette, qui se fait un peu harceler un peu à l'école, et puis qui, pour changer ça, décide de commander, après avoir vu une pub dans un comics, une méthode de musculation, la méthode Hercule, qui fait référence en fait à une vraie publicité. Si je me souviens bien, c'était Mister Atlas ou un truc comme ça, dans des comics assez anciens, hein. Je parle de vraiment des peut-être années 70, 60-70 peut-être. C'était une pub en noir et blanc et c'était un programme pareil de musculation mis en avant par un vrai gars en fait qui a existé et qui prônait un peu et qui disait que à tous les lecteurs de comics, vous pouvez devenir aussi musclé que les personnages que vous regardez en suivant ma méthode, etc. Et ce personnage-là, d'ailleurs, pour l'anecdote, est le personnage qui a inspiré à Grant Morrison, en tout cas visuellement, à Grant Morrison et à Frank Whiteley, le personnage de Flex Mentalo, qui apparaît dans la Doom Patrol, à la fois dans la série comics et dans la série télé. Et en fait, voilà, ça fait un peu partie, on va dire, de la culture des comics, parce que c'était une pub qui était vraiment récurrente. Donc ce personnage-là va suivre ce programme, et au fur et à mesure, on va voir qu'il va effectivement développer une grande force physique qui va l'amener à devenir une espèce de justicier ultra violent qu'on va voir dans le deuxième volet. Mais aussi, il va être confronté en fait à une espèce de culte qui est derrière en fait cette annonce, qui est à l'origine de cette méthode, on va dire, et on va comprendre un petit peu pourquoi
et qu'est-ce qu'elle amène et voilà et ça va finir en apothéose dans le 3e tome. Donc moi franchement, c'est une histoire que je vous invite à découvrir, déjà parce que, elle est plutôt sympa en fait, ça peut faire penser à du Kick-Ass avant l'heure, mais je trouve quand même beaucoup plus intéressant que Kick-Ass, parce que déjà bon il y a, toutes les questionnements du personnage par rapport justement à la violence et à ce qu'il est obligé de faire en fait, et les combats interminaux dans lesquels il est obligé de se lancer. Mais aussi le fait que, il y a cette évolution graphique et ce dynamisme incroyable dans les scènes d'action qui fait que visuellement ça reste vraiment une pépite en fait. Donc je vous recommande vraiment cette série, je vais essayer de pas trop spoiler mais si vous voulez vraiment rien voir, il y a quand même quelques pages où je pense que ça va, vous donner un petit peu d'infos sur ce qui va se passer dans les autres tomes donc n'hésitez pas à aller lire d'abord ça avant de de voir cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit déjà au tout début, il y a plusieurs choses. Déjà, les formes, on est tout de suite déjà dans quelques caractéristiques. On n'est pas dans du réalisme, on a toujours des corps un petit peu déformés, un peu animés, on va dire, au sens où il y a une représentation très stylisée de la musculature, des visages. Les visages sont assez caractéristiques et ils vont beaucoup, beaucoup évoluer au fur et à mesure. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que les traits sont encore un peu pointus. En fait, je dis pointu au sens assez anguleux par rapport à ce qui va développer au fur et à mesure où vraiment la rondeur va s'imposer. Mais on voit aussi que il y a déjà un petit sens du détail bien prononcé et qui va vraiment s'accentuer, notamment au niveau des cheveux ici, des petits détails de décor, des petites textures. Cette approche au trait très fin qui va devenir très 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 caractéristique après au fur et à mesure de son style. Mais à ce stade-là, il y avait quelque chose d'un peu caricatural, caricatural au bon sens du terme évidemment. Moi qui me fait penser plus aussi à du Ryan Otley un petit peu, le début de Ryan Otley, il y en a un petit peu, pas tous les débuts plutôt, un peu plus tard quand il est arrivé sur Invincible, où ces personnages-là, ont des visages très allongés, des nez pointus, et puis là, vraiment ça va se retrouver de plus en plus, et avec toujours ce côté, très carré et très anguleux que curieusement il va abandonner. Mais par contre, on voit déjà qu'il y a quelque chose de très graphique et une recherche en fait de la représentation du mouvement, de la vitesse qui va être assez originale. Je vous parlais de ces traits, effectivement, de texture, on va voir, et de plis qui sont assez récurrents dans l'histoire. Mais par exemple, déjà, on a des effets de matière qui vont indiquer la vitesse, plusieurs façons de représenter aussi les mouvements rapides du personnage, parce que le personnage de Luther va au fur et à mesure gagner en puissance, en agilité, en vitesse. Ce qui va faire que ça va donner l'opportunité au dessinateur de représenter justement ces aptitudes surhumaines de plein de façons différentes. Voilà, je vous parlais un petit peu des visages. Il y a aussi ces nez euh, très rectangulaires, on va dire, ou très pointus. Un petit peu visage très très marqué comme ça, taillé à la serpe. Et on voit voilà, des expressions très cartoonesques dans les formes des bouches notamment, et des yeux. C'est pas les plus beaux visages, mais on va voir comment au fur et à mesure ça va progresser, vraiment évoluer et s'harmoniser au fur et à mesure. Mais c'est quelque chose qui pouvait, je pense, un petit peu rebuter au début dans le style de Tradmore. Là, on arrive tout de suite un petit peu dans l'ultra-violence qui va caractériser la série. Une ultra-violence qui va être plus que exagérée et généreuse, on va dire, et qui va aller, de toute façon, qui va faire partie de la trademark de la série, hein, puisque c'est vraiment aussi le parti pris de représenter des personnages avec une puissance phénoménale, avec toutes les conséquences que ça a derrière sur les corps. Donc, c'est là où ça devient aussi intéressant dans la façon dont on les représente, c'est que à la fois c'est extrêmement gore, on le voit ici avec les tripes, le sang qui gicle, etc. Et en même temps, on commence à voir avec ce corps entièrement arraché, etc. On commence à voir il va y avoir encore une fois une stylisation de la violence, avec notamment cette espèce d'effet de twister de sang de la tête qui tourne, etc. Ça commence à devenir déjà graphique, avec une vraie recherche de la construction dans les formes, dans la façon dont le sang va pouvoir accompagner le mouvement. Ici, c'est encore très basique, j'allais dire. Il y a certains cadrages, notamment, qui peuvent paraître un petit peu étranges, comme celui-ci. Le fait que cette scène, finalement, cette action ici, qui est quand même importante, elle est très décalée sur la page, donc elle n'est pas extrêmement visible tout de suite.
Mais par contre, en fait, on va voir que ça va monter vraiment en puissance. Et il y a aussi cette vue-là, en fait, qui est la vue qu'a Luther Strode quand il passe en mode un peu de rage, berserk un peu, où, où il voit les personnages sous forme enfin, sur leur dénués de peau, en fait, uniquement avec leur musculature. Et là aussi, ça demande quand même un certain boulot pour arriver à représenter ça. Et on voit déjà que le sens du détail est là. Mais ça va monter crescendo. Et notamment parce que, il y a un autre point, que je trouve, vraiment de grande, grande qualité chez Tradmoor, c'est, sa maîtrise de l'anatomie. Heu et on voit qu'en fait, tout au long de la série, en fait, il va vraiment, vraiment se challenger. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans quelqu'un qui maîtrise une dizaine de poses, et qui va du coup s'y cantonner. Là, pas du tout. Il va y avoir à la fois cette façon, très stylisée et très proéminente, de dessiner, la musculature, les moindres muscles, en fait, parce que le personnage va gagner de plus en plus en masse, donc sa musculature va devenir vraiment prédominante dans son design. Et en même temps, il va chercher des angles, que ce soit ici ou là, assez compliqués, au niveau des bras, au niveau du torse. Et ça va devenir quelque chose sur lequel il va vraiment monter en puissance. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est que on va voir cette progression, mais on va voir aussi comment, au fur et à mesure, il va franchir un cap. Et une fois qu'il aura passé, là par exemple, on est dans un certain réalisme, même si on a quand même une forme, une épaisseur de corps assez importante. Mais après, il va garder ses fondamentaux, qu'il va maîtriser très vite en fait, et commencer à les pousser au maximum, ce qui va faire que dans les autres albums, les proportions des personnages, on va le voir dès la couverture du numéro 2, vont devenir délirantes, et en même temps, la musculature restera parfaitement crédible. Et je vais revenir aussi sur la partie souple de la façon dont il représente l'anatomie. Donc voilà, le personnage qui est prêt avec un design vraiment très vigilante, genre moderne, on va dire, avec un masque assez basique et puis des vêtements clairs, mais toujours effectivement ces visages euh, assez irréguliers, mais en même temps cohérents avec le ton de la série. Cohérent parce que en fait, il y a ce côté exagéré dans Luther Strode qui fait que finalement, c'est un peu comme dans Invincible, ce côté un peu cartoonesque des formes et des visages permet de faire passer finalement le reste, c'est-à-dire l'ultra-violence, le gore, etc. Donc, c'est pas forcément choquant. En revanche, je trouvais à l'époque que ça faisait et notamment après, on va le voir, mais euh, ça va devenir plus harmonieux, donc ça va. Mais au début, il y a cette espèce de décalage entre la tonalité quand même assez violente de la série et ces visages qui semblent vraiment sortir de quelque chose de, j'allais dire, plus fun à la Scotty Young, par exemple. Donc là, ce décalage-là au début, ça paraît un peu bizarre, mais justement, comme son style va évoluer, après, je trouve que ça va devenir beaucoup plus cohérent. Je vais pas plus loin dans cet album-là, parce que l'idée, c'est pas de vous spoiler encore. Sachez qu'aussi, chacun des albums est à peu près une histoire complète. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Il faut le voir vraiment comme une trilogie. Il se passe à chaque fois du temps entre les deux albums, si je me souviens bien, enfin, entre les trois albums. Et il y a une vraie évolution du personnage, même on le voit physiquement en fait. Le côté vigilante dans lequel on commence va évoluer après et va devenir encore autre chose après. Donc il faut vraiment le voir comme une trilogie plutôt bien équilibrée. Les deux premiers sont sortis dans la continuité en 2010 et 2011, et c'est pour ça que l'évolution stylistique elle est intéressante. Le dernier, il est sorti plutôt en 2015, et il avait déjà fait All New Ghost Rider, avec l'apparition du nouveau personnage, du nouveau Ghost Rider, Robbie Reyes, qui est aussi, je vous invite à regarder, parce que c'est là aussi où son style va prendre une rondeur assez incroyable, et avec tout un tas d'effets stylistiques qui sont assez délirants. Mais j'ai pas voulu me concentrer sur cette série parce que déjà il n'est pas resté très longtemps, et aussi parce que je trouvais que Luther Strode permet vraiment de découvrir son évolution stylistique, mais je vous invite vraiment à regarder. C'est plutôt une série sympa. Euh, donc là, en fait, j'ai repris cette page ici parce que on commence à avoir euh, à la fois des éléments qu'il y avait dans le précédent album, visuellement, et puis en même temps des petites choses qui commencent à apparaître et qui commencent à vraiment montrer ce que va devenir le style de Tradmor. Évidemment, on retrouve l'hyperviolence, mais là on voit que effectivement la stylisation de l'ultraviolence, elle commence à devenir de plus en plus maîtrisée. Alors avec toujours ce mélange de détails très gore et en même temps de formes extrêmement bien travaillées, comme on voit ici. Et ça aussi, c'est un équilibre entre les détails et la stylisation qui va devenir de plus en plus incroyable dans cette série. Mais on retrouve aussi, toujours pareil, ces visages un peu anguleux, un peu caricaturaux, un petit peu déformés,
nourri de plein de petits, traits au niveau des cheveux ou, des textures de visage ou des vêtements aussi comme ça aussi. Ça, c'est un truc un peu caractéristique qu'il va garder et surtout, on commence à voir que cette déformation-là, des corps et des visages, elle va vraiment être au service du mouvement, et de l'action en fait et de l'énergie qui va s'en dégager et ça va devenir de plus en plus marquant au fur et à mesure de cet album. Là encore, les visages, vous voyez, grosse différence aussi par rapport au 1er tome où, où ces visages avaient encore un côté, très anguleux encore, mais peut-être qui se voulait encore un poil, j'allais dire, heu, moins maîtrisé. Là, on commence à avoir, je trouve, un parti pris de visage caricaturaux vraiment parfaitement assumé, parfaitement maîtrisé, avec, ses multiples traits à chaque fois pour caractériser les faciès. Mais, là encore, c'est quelque chose qui va abandonner au fur et à mesure. Et puis il y a un autre truc aussi qui est plutôt sympa, dans cette série, c'est que, la colorisation, alors la couleur, je peux noter le coloriste, c'est, Felipe Sobreiro. Je trouve elle est plutôt, elle équilibre plutôt bien la série. Elle garde un ton, globalement lumineux, mais elle sait, hem, bien accompagner les scènes d'ultraviolence avec des ambiances un peu différentes et surtout, elle arrive à rendre lisible ce qui est quand même, heu, des fois des pages où il y a une multiplication de traits, pas toujours avec des variations d'épaisseur, assez importantes. Ce qui fait que, en noir et blanc, ça pourrait devenir compliqué et d'ailleurs, c'est un des sujets dont je reparlerai sans doute sur Doctor Strange, Fall Sunrise, où effectivement le style de Tradmore, va nécessiter, parfois vraiment, que la couleur vienne aider à la lisibilité compte tenu du fait qu'il y a une multiplication de ces traits. Là, on rentre un petit peu plus dans l'action et là, on commence à vraiment trouver les caractéristiques, en tout cas de ce qui va marquer dans Luther Strode. Donc je vous parlais tout à l'heure de cette stylisation de l'anatomie qui est toujours réaliste, mais qui commence à vraiment, aller dans le sens qu'il va le cultiver, c'est-à-dire, ici, une déformation, des corps de plus en plus, marquée, des proportions de plus en plus exagérées, ses bras aussi, comme, ce personnage-là, qui devient presque, de plus en plus, dans des courbes, et comme je vous le disais, le côté un peu anguleux, un peu massif et carré de ses premiers designs va commencer à disparaître et on va avoir de plus en plus ces formes arrondies, comme on le voit ici sur les jambes ou les torses des personnages aussi. On a ces questions de proportion aussi avec des personnages souvent, faits un petit peu en triangle, inversé donc c'est intéressant pour ça et puis voilà, on commence à avoir comme ici, ce personnage qui est lancé à telle vitesse que son visage est déformé et qu'on a cet angle et cette profondeur vraiment bien faite. Ça, c'est ce qui va devenir vraiment pour moi la grande qualité de Luther Strode. C'est la façon de représenter, la déformation, provoquée par la vitesse, par le mouvement, par tout ça, quoi. Et là, ça va vraiment se retrouver dans les scènes d'action et au point que et là, je parlais effectivement de la nécessité de la couleur pour avoir une certaine lisibilité. Parce qu'effectivement, quand on regarde, ce genre de page, hem, il y a tellement, finalement d'informations qu'il faut appréhender, que c'était pas toujours très simple. Pas toujours très simple à lire. C'est un storytelling qui peut être un peu désarmant parce qu'on a à la fois, cette case ici qui est vraiment très bien construite puisqu'on a la lecture en profondeur entre le coup et l'esquive ici, qui est vraiment bien foutue et très simple à lire. En plus porté par la forme du bras, plus cet effet un petit peu en fisheye de déformation qui rend ce plan vraiment très beau. Et puis après on a cet enchaînement, ici, dans le combat entre les personnages, hem, qui sont pas toujours très simples parce que leurs corps sont tellement déformés aussi, comme ici, là, ou celui-ci qui se déplace, et qui a des formes très pointues. Il y a en plus cet effet, de rémanence, ou de persistance rétinienne qu'on va retrouver et ce début aussi d'effet, de vitesse et de coup, qui va vraiment devenir, quelque chose de très récurrent, dans les dessins de Tradmore où beaucoup d'éléments intangibles vont se retrouver dessinés directement et donc vont interagir et vont venir, enrichir, ou parfois parasiter, ça dépend de la perception qu'on en a, les cases de Tradmore. Donc là, en fait, ce qu'on retient, c'est que ça va vite,
que les corps et les mouvements sont exagérés pour pouvoir accentuer la vitesse et l'impact, avec effectivement, parfois une lisibilité d'une case à une autre qui peut être un petit peu compliquée, mais ça fait partie encore une fois de la signature, visuelle, de la série. Et cette signature-là, on va la retrouver ici aussi, comme je le disais, avec ses corps de plus en plus arrondis, ses formes aussi de plus en plus exagérées. Là, vraiment, on commence à voir les prémices de ce qu'on va retrouver après dans Doctor Strange poussé à l'absolu. C'est-à-dire vraiment ses genoux, j'allais dire ses membres presque liquides, ses genoux proéminents. On n'est plus vraiment dans une recherche du réalisme de l'anatomie, en fait. On en fait vraiment un design pour accompagner le mouvement, pour garder, une forme, au personnage qui est crédible, mais en même temps qui sert avant tout, la posture, le découpage, la vitesse que l'on veut donner. Et donc là, c'est notamment visible ici. Et puis on commence à voir aussi le travail de l'ancrage, qui au début était peut-être un peu moins varié, on va dire, mais là qui va commencer à devenir de plus en plus dans Luther Strode, maîtrisé, voire vraiment, il va atteindre, notamment sur après Ghost Rider et puis ce dernier tome, un degré de précision, assez incroyable. Je crois qu'il ancre à la main, enfin à la main au sens, traditionnel, pas en numérique et c'est assez incroyable de regarder, ces dessins et de voir que, à quel point ces traits sont d'une précision et notamment dans les courbes, heu, où il est capable de vraiment varier les épaisseurs avec, une rigueur, assez absolue. Là, on en est encore pas tout à fait là. On le voit effectivement ici dans les ancrages un petit peu épais, mais ça reste vraiment déjà du très, très bon travail, très technique, en fait. Voilà, donc ces visages-là dont je parlais qui étaient, un peu caricaturaux, là, on voit qu'ils commencent déjà un petit peu à s'arrondir, je trouve, s'affiner, à être, on commence à leur enlever, les traits un petit peu inutiles. Et on continue effectivement à aller de plus en plus dans cette représentation, de plusieurs façons, tout le temps du mouvement, tout le temps des impacts. Et ça va donner et ça va aller vraiment en s'accentuant. Je parlais des détails tout à l'heure. Donc voilà un exemple de moment aussi dans Luther Strode, où on va s'arrêter un petit peu, pour regarder. Là, c'est un massacre, juste délirant avec, tout un tas de personnages, qui ont été dont les morts, les corps, ont été disposés pour une mise en scène plus que macabre et horrible. Et voilà, et là, il y a un énorme boulot, de posture, de composition, de travail sur les différents corps. Je vous laisserai explorer, si vous souhaitez, le côté vraiment, horrible et vraiment très sanglant de ce qui est fait, très tordu, en fait. Parce qu'on voit vraiment que le tueur à l'origine de ça est vraiment dans une folie destructrice, assez hallucinante. Mais c'est ce niveau de détail-là aussi qui est intéressant puisque, on va avoir, de plus en plus dans le style de Tradmoor ce dialogue en fait entre quelque chose d'ultra détaillé à des moments et quelque chose de totalement épuré, dans les formes. Et ça va être quelque chose un petit peu fascinant pour ça. C'est comme s'il y avait une espèce de lutte intestine dans le style de l'artiste entre, partir sur des planches un peu, j'allais dire à la Geoff Darrow, très chargé en détails et en même temps, hem, aller dans une forme de recherche de la courbe du mouvement, de la déformation qui est pas forcément toujours compatible avec cette surcharge de détails. Donc c'est un dialogue, je trouve, qui est vraiment fascinant et on le voit ici, dans cette page, où là, tout à l'heure, je vous parlais de la lisibilité. Ben voilà, c'est typiquement le genre de page, a priori, si vous essayez de l'appréhender globalement comme ça, quand vous l'ouvrez, elle n'est pas facile. Franchement, elle est et d'autant plus le fait qu'elle soit, voilà, dans une colorisation, principalement de rouge, avec des différentes, nuances. Elle n'est pas extrêmement simple et en même temps, elle est fascinante pour ça. Elle est fascinante parce qu'en fait, vous avez ici un chaos de violence qui se déchaîne, à la fois, avec tous ces corps qui forment, une espèce de barrière et ce personnage-là qui va tous les repousser. Là encore, ces coups qui sont portés et qui vont, tailler directement dans cette masse de soldats et puis cette scène, effectivement où tous ont été massacrés et le dernier survivant est ici. En fait, entrecoupé par, ces plans, ces gros plans en fait, qui vont montrer un petit peu plus en des éléments de détail, de ce massacre. On a ici, à la fois du mouvement, à la fois un jeu sur la temporalité, avec ces inclusions et en même temps une espèce
de pin-up, encore une fois très sanglante, et pour avoir une idée du massacre et de la puissance du personnage. Mais c'est vrai que là, on a une profusion de détails, on a envie de s'y plonger un peu, la couleur nous aide pas forcément. L'œil n'est pas extrêmement bien guidé, même si on voit que les zones blanches ici, elles ont été un petit peu utilisées, pour ça, en fait, pour essayer. Pour autant, cette combinaison, en fait, entre la recherche du mouvement et l'ultra détail, je trouve ici ne fonctionne pas tout de suite, immédiatement pour le lecteur. Pour autant, ça ne veut pas dire que la planche elle est pas intéressante, ça veut juste dire qu'elle va nous challenger un petit peu plus, qu'elle va nous demander un peu un effort et je pense que c'est ce qui va devenir un peu une caractéristique du style de Tradmoor, c'est que ça demande un effort. Ces planches demandent, à ce qu'on s'arrête, elles ne nous facilitent pas toujours, la lecture et Lutherstrode pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était très, très fluide à la lecture, qui nous accompagnait assez facilement, et je pense qu'en fait, effectivement, c'était le cas dans certaines séquences et d'autres, on commençait à trouver un peu ce côté exigeant qui pour moi va vraiment, devenir de plus en plus marqué avec, Silver Surfer Black, que j'ai lu pareil en numérique avec, un peu de difficulté aussi parce que, avec le storytelling et la déformation des corps, j'avais un petit peu du mal à la fois suivre le mouvement et en même temps, décrypter certaines pages et qui est encore plus marqué avec Doctor Strange, Fall Sunrise et je me dis maintenant que ça fait sans doute partie aussi du projet artistique, de Tradmoor et de son évolution. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a fait, qui est parti finalement d'un découpage assez, on va dire, déjà pas traditionnel, mais qui restait quand même dans les codes du comics, qui a commencé à expérimenter avec, Luther Strode notamment, sur les formes, sur la vitesse, sur la déformation des corps, sur la représentation des effets, et on va le voir dans d'autres exemples ici et on a l'impression qu'en fait ce travail-là, ce travail de représentation de ce qui est invisible, de faire de l'abstraction dans les formes, de faire de la transformation réelle, des corps, des visages et cetera. C'est devenu, presque un peu ce qui l'intéresse le plus et qu'effectivement son évolution jusqu'à Doctor Strange, c'est vraiment ça, c'est enlever au fur et à mesure des couches et des couches de réalisme, de représentation, classique, on va dire, des décors, des personnages, pour arriver vraiment à travailler uniquement des formes, uniquement des courbes, uniquement des sensations visuelles, ce qui fait que ces planches deviennent de plus en plus exigeantes à décrypter, et j'en reparlerai sur Doctor Strange. Sur cette page, j'ai pris cet exemple-là parce que 2 bons exemples, aussi des grosses évolutions du style. L'anatomie, je vous en parlais, hein, vraiment là on est dans une rondeur absolue de tout. On a vraiment commencé à perdre tous les aspects vraiment anguleux et on le voit notamment au niveau des visages. Voilà, là ça a considérablement évolué. On reste avec des bases un petit peu caricaturales dans la forme des yeux, du nez, mais par rapport au début où on avait vraiment quelque chose qui était très construit au trait dans les premiers tomes, là on a cette sensation permanente de rondeur. On a l'impression que chaque personnage peut être pris dans la main en fait, tellement que les rondeurs je trouve extrêmement bien faites. L'ancrage aussi a changé avec beaucoup plus de pleins et d'ailiers qui vont encore plus accentuer effectivement ici la rondeur. Le personnage garde son nez pointu, mais là encore une fois, il y a vraiment cette douceur dans les traits, moi que j'adore, et qui va faire que de plus en plus, bah, ça va ça aussi rajouter au dynamisme. Là, on le voit sur ces planches. Encore une fois, une planche pas toujours simple à lire, du fait à la fois des types de plans et aussi du fait que dans Luther Strode, à des moments, il y a une accélération, de l'action qui fait que on va se retrouver aussi avec des pages assez chargées, où pas mal de choses se passent en petit ici, en fait, donc ça nécessite encore une fois d'être un petit peu attentif. Mais là, voilà, ce dynamisme-là, avec cette course, qui est, on voit les traces laissées par le personnage, les impacts, le fait que aussi la matière qui est détruite, que ce soit les pare-brises, n'est pas détruite juste avec, quelques traits. Là, vraiment, on a le détail de la destruction, un petit peu justement comme Arthur Adams ou Geoff Darrow, ce qui fait que, bah, là aussi, ça donne, comment dire? Une stylisation, plus qu'un rendu réel, mais une stylisation, et en même temps, on va avoir, voilà, ces épures-là, dans les formes, dans les courbes, des corps, des visages aussi, très caricaturaux. La fumée aussi, voilà, cet équilibre-là qui se crée, tout en rondeur, et qui fait que, si on regarde bien, ce dynamisme-là, qui du style de Tradmoor, commence à se retrouver tout le temps parce que les expressions étant exagérées, parce que les corps vont être à chaque fois tout en rondeur, on a, je trouve, en permanence cet effet de dynamisme qui commence à être présent dans absolument tout.
Et ce dynamisme, pour moi, il est lié vraiment aux courbes. Que ce soit ici le muscle, que ce soit dans les vêtements, les expressions du visage. Voilà, j'adore comment il représente ces visages, effectivement très caricaturaux, mais extrêmement expressifs. Il y a toujours, voilà, ces formes de bouche, et qui sont, très marquées et qui vont apporter, toujours cette vie, dans ces cases. C'est le côté vraiment le plus cartoon, mais encore une fois, je trouve, un cartoon, très adapté aux comics finalement, et qui, ne renvoie pas, j'allais dire, juste à l'idée qu'on s'en fait du dessin animé. Et là, on voit dans ces scènes d'action, comment ça se traduit. Ça va se traduire effectivement, comme je le disais, par cette anatomie, tout en rondeur et donc tout en puissance, en fait, ce qui fait que, les moindres mains, les moindres coups, sont vraiment ressentis dans ce qu'ils ont de plus puissant. Et en même temps, il y a ce mouvement, en fait, ce travail sur les mouvements des vêtements qui viennent ajouter eux aussi, par ces traits ici là, de ce espèce de jogging, un peu bizarre. Là encore une fois, du mouvement des traits parce que, c'est vraiment aussi un autre truc qui est assez fascinant, c'est qu'il utilise plein, de méthodes différentes pour marquer le mouvement. Là, il y a le truc très basique de la flèche qui montre, comment la moto est démarrée et en même temps, vous allez avoir de la speedline, vous allez avoir, là, de la fumée qui montre du mouvement, là, la décomposition, au ralenti, du mouvement et encore une fois des effets de courbe, qui vont, comme ici, par exemple, créer du dynamisme juste par la composition. Et voilà, et ça, on voit que c'est une grosse, grosse, grosse réflexion qui est menée. On le voit ici aussi, alors là, c'est encore de plus en plus marqué. Ça, on rentre dans une partie d'affrontement, vers la fin où, tout devient, chaque coup, semble être, complètement dévastateur. Les corps sont déformés, les décors, là, on le voit aussi, sont vraiment déformés par ces coups, et cette omniprésence des courbes, je trouve, ajoute complètement au dynamisme permanent de chaque séquence, avec encore une fois parfois, cette petite difficulté de lisibilité, mais qui, je trouve, n'est loin d'être dramatique. Voilà, et Luther Strode, alors j'ai volontairement, évité des tas de pages, il y a tout un combat, à la fin, contre un personnage, qui est un peu clé dans l'histoire. Je les ai vraiment pas voulu les montrer parce qu'elles sont magnifiques, mais elles spoilent quand même beaucoup de choses. Donc c'est à grand regret que je vais pas vous les montrer. J'ai essayé d'en trouver une qui, ne délivre pas trop d'informations, mais qui quand même, parce qu'il y a pas de choses très particulières là-dessus, dans ce combat, mais qui par contre, montre exactement, peut vous faire comprendre un peu ce que vous pouvez attendre des autres pages. C'est ce jeu, encore une fois sur, à la fois le dynamisme, dans la composition, dans les courbes des corps, la façon dont on utilise ici, la musculature, oui, ici, les courbes des corps et des bras pour donner du mouvement, mais aussi ce travail sur le temps, puisqu'on a ce découpage avec ce lancer, de ce qui ressemble à une dague en fait, où le temps va se ralentir. On va suivre, aussi bien cette progression, très lente en fait d'une dague qui arrive, qui est coupée en 2. Donc ça, on a déjà vu par exemple ça dans des animés par exemple, où il y a cet effet, de comme si on suivait cette flèche qui va être découpée et comme si la caméra le suivait au ralenti, ce qui permet d'aller jusqu'au bout de l'action et là ici d'avoir quelque chose de très lent qui crée un suspense supplémentaire et en même temps, des choses qui sont, des espèces d'ellipses comme ici, cette tête décapitée qui est lancée et dont on voit finalement qu'elle a été coupée en 2, mais on a dans un travail d'ellipse ici, entre ces 2 cases qui est super bien foutu. Et vraiment ça, c'est un autre point, qui contribue à montrer l'extrême rapidité et puissance des personnages dans Luther Strode. C'est tous ces petits effets, de cette façon de jouer avec le temps systématiquement, dans les combats, qui, je trouve est vraiment extrêmement bien maîtrisée. Hop, et je vais finir. Ouais, je voulais juste montrer un petit crayonné aussi. Alors peut-être que ça vous fera penser au dessinateur, si je me souviens bien, c'est Raphaël Grandpas. Ouais, je crois que c'est Raphaël Grandpas, mais j'ai un petit doute. Grandpas, le nom, oui, mais Raphaël, j'ai un petit doute. Bref, c'est aussi un excellent artiste qui en ce moment est en train de faire un Batman chez DC dont j'ai vu les premières pages et ça a l'air vraiment magnifique. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de points communs entre ces 2 artistes dans le style.
Pareil avec ce travail, sur les arrondis, les formes, les personnages toujours très volumineux, très, ouais, tout en volume et en même temps tout en courbe. Et puis aussi, voilà, cette capacité à aller, dans d'une profusion de détails, tout en texture. Et puis j'avais pas vraiment souvent vu de crayonné de Tradmoor. Je me posais la question de savoir si, il faisait le gros de son travail à l'ancrage. En tout cas, là, c'est intéressant de voir comment déjà au stade du crayonné, il y a cette netteté, il y a cette recherche effectivement des formes, ici. Donc voilà, c'est vraiment un artiste, moi je trouve très intéressant. Si effectivement vous l'avez découvert, avec Doctor Strange, j'allais dire c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est que avantage, c'est que vous le voyez, à l'heure actuelle où est-ce qu'il en est dans sa démarche artistique. L'inconvénient, c'est que c'est peut-être un style, tellement, radical, on va dire, dans son approche, que ça peut vous rebuter, en fait. Définitivement, le grand format proposé par Panini, me semble absolument indispensable pour lire cet album. Parce que pour être honnête, je suis plutôt, il y a beaucoup de comics que j'ai aucun problème à lire en numérique, heu, mais là pour le coup, ça se lit pas, quoi. On va pas se mentir, ça se lit pas du tout, même sur une grande tablette, même sur l'écran d'ordi, ça se lit pas bien. Il faut vraiment avoir le bouquin dans ce format-là pour, vraiment l'apprécier. Mais voilà, si vous regardez ça et si vous avez lu Luther Strode, vous allez, je pense, retrouver beaucoup de choses, dont j'ai parlé par rapport à l'évolution, des formes, l'évolution des courbes. Et puis je vous renvoie aussi sur un article de Comics Blog, que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui analyse, c'est la review en fait de Doctor Strange, et qui va, vraiment assez loin dans la recherche sur les différentes références, de l'histoire. Voilà, je m'y attarderai pas parce que j'ai pas toutes ces références-là et je trouve que l'article le fait très, très bien. Mais voilà, moi je reviendrai peut-être sur l'aspect graphique. Donc voilà, Luther Strode, chez Delcourt ou en VF, c'est sorti chez Image. Mais bon, franchement, lisez-le sur l'édition Delcourt si vous pouvez les trouver, c'est de meilleure qualité. N'hésitez pas à découvrir cette série et aussi à voir comment effectivement cet artiste évolue d'un tome à un autre. Moi, je trouve ça assez fascinant, assez intéressant et en plus, l'histoire est plutôt cool. Si vous avez rien contre l'ultra-violence, dans les comics. Ben voilà et donc je vais vous retrouver très prochainement, pour une autre vidéo où je vais parler d'Ivan Reis, un autre artiste complètement enfin que j'aime beaucoup, mais justement, qui est intéressant parce qu'on est dans un style, totalement différent de ça. On n'a pas la même évolution artistique et je voulais revenir un petit peu sur ça, en fait. Voilà et puis j'ai d'autres petits trucs de prévus. On va parler de Geoff Darrow évidemment et puis, si j'ai le temps, je vous fais une petite vidéo sur Doctor Strange Fall Sunrise parce qu'elle viendra compléter, je pense, celle-là. Voilà, merci beaucoup encore pour votre fidélité, votre soutien et vos likes. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche parce que je vois clairement que, YouTube ne fait pas toujours son travail et ne vous signale pas lorsque les vidéos, sortent. J'essaie de sortir les vidéos le samedi maintenant, à 10 h. Je vais essayer de me tenir à ça pendant un temps. Donc, bah, voilà, n'hésitez pas à vous mettre un petit mémo pour vous en souvenir. Voilà, eh ben, je vous donne rendez-vous à très bientôt, bah, déjà pour la semaine d'après, parce qu'il y aura une vidéo toutes les semaines pendant quelques temps. Et puis, prenez soin de vous et encore merci pour votre soutien. À bientôt. Ciao.